Bonjour, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Il y a encore du monde qui rentre et on va commencer. Bonjour à tous. Petit avertissement, c'est pour vous dire que la présentation va être enregistrée. Certaines personnes voulaient l'écouter en rediffusion, donc elle sera mise sur YouTube. Et je vous invite aussi à écrire vos questions dans le chat. Nous, on va interagir avec vous. Soit en y répondant par écrit ou à l'oral. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à vous amuser dans le chat. Voilà. Parfait. Aussi, je pense un petit message avant qu'on commence. Dans le fond, la conférence est prévue de terminer vers 13 heures, mais étant donné que c'est enregistré, si jamais il nous reste là, du matériel à vous présenter, de notre côté, on va poursuivre pour que dans l'enregistrement, vous ayez accès à toutes les informations. Surtout à la fin, on a un paquet de belles ressources à vous présenter. Merci. Merci. Pour mieux vous connaître, on va juste lancer un sondage. En même temps, ça va permettre à ceux qui ne sont pas encore là d'arriver. Et voilà, vous allez voir un sondage apparaître à l'écran. Juste répondre, s'il vous plaît. Beaucoup de gens en développement de carrière. C'est du monde qu'on connaît, ça là. Le travail social. Ceux qui sont marqués autres, si vous pouvez écrire dans le chat dans quel domaine vous venez, ça serait intéressant. Intervention psychosociale, orientation, pas de père aidant. Ergothérapie, c'est cool. Veux-tu présenter les résultats? Je pense que tu peux faire partager les résultats exactement. Vous les voyez, je sais pas. Voilà. En hébergement communautaire, organisme communautaire dans le secteur de l'itinérance. Super. Ah oui, on a intervenante infirmière, recherche. On a un petit peu on a une personne en gestion. Voilà. Fait qu'on va commencer. Donc, je sais pas, veux-tu que j'y aille ou tu veux-tu que je présente notre... Je peux y notre... aller si tu veux. C'est vrai, on avait dit que je commençais. Vas-y, vas-y. Parfait. Donc, un petit plan pour la présentation d'aujourd'hui. Dans le fond, on va commencer avec très brièvement, là, juste quelques définitions, juste pour qu'on soit tous là, sur la même longueur d'onde par rapport aux termes qu'on va utiliser aujourd'hui. Ensuite, on va parler de réadaptation. Là, c'était mentionné dans le titre de la conférence. Donc, on va surtout se concentrer sur la santé mentale, mais parfois, on va vouloir faire certaines comparaisons avec la santé physique, justement pour relever les ressemblances et les différences. Et puis, le gros de la présentation, en fait, va être en lien avec les interventions qui peuvent être faites, surtout en amont, puis, comme je disais, là, plusieurs ressources externes qui peuvent être complémentaires aux différentes professions là, que vous avez mentionnées. Alors, très brièvement, je me présente. Bonjour à tous. Je m'appelle Geneviève Sauvé. Je suis professeure à l'UQAM en développement et counseling de carrière. Donc, une petite histoire, là, j'ai fait des doctorats en psychiatrie puis en psychologie du travail. Puis maintenant, en plus d'être professeure, je suis aussi chercheuse au centre de recherche Douglas. Puis, mes projets de recherche portent surtout sur le maintien en emploi et puis tout ce qui est en lien avec l'inclusion professionnelle des personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale.
Dorothée, je te laisse te présenter. Tu peux pas me présenter, non. Ben, non, non. Alors, ben, bienvenue. Moi, je suis contente de voir qu'il y a une infirmière, il y a un ergo, oui, une ergo. Je trouve ça super le fun. Moi, je viens du milieu de la santé, donc j'ai travaillé dans plusieurs départements et avec différentes clientèles, mais spécifiquement, j'ai surtout travaillé avec une clientèle Alzheimer. Donc, moi, j'ai vraiment... pourquoi le sujet aujourd'hui aussi, c'est... Moi, j'ai vraiment vu ça avec la clientèle Alzheimer, d'être comme, OK, il y a des problématiques de santé physique, mais les problématiques de santé plus cognitive, ben c'est souvent celle-là qui était plus problématique, où les gens étaient moins outillés pour intervenir, mais... Les deux problématiques sont aussi importantes, donc il y a comme vraiment un parallèle à faire entre les deux. Et ben, depuis 3 ans, je travaille chez Accessible, donc avec une clientèle adulte qui veulent retourner sur le marché de l'emploi, donc dans de l'accompagnement et tout ça au niveau de leurs enjeux de santé mentale aussi, pour justement pour les maintenir en emploi. Donc, et ben, depuis cet été, en fait, je suis chargée de projet, donc je me suis spécialisée plus sur le harcèlement dans les milieux de travail et l'effet que ça a sur la santé mentale et tout. Et j'ai connu Geneviève parce que je suis en train de finir ma maîtrise en counseling de carrière cette année. Donc, ça fait 2 ans très, très occupé. Voilà. Super. Donc, on va commencer par juste quelques petites définitions très rapidement. Donc, dans la littérature scientifique, une façon de classifier les différents troubles mentaux, c'est dans la catégorie des troubles mentaux courants et des troubles mentaux graves. Donc, de manière très, très générale, là, pour les troubles mentaux courants, ici à gauche, ça devrait être TMC au lieu de TMG. Je réalise qu'il y a une petite erreur. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que c'est les troubles mentaux les plus fréquents, les diagnostics qu'on va le plus souvent retrouver dans la population en général. Donc, parmi ceux-là, on retrouve notamment les troubles de l'humeur comme la dépression, les troubles anxieux et le trouble de l'adaptation. Ce genre de troubles mentaux-là ou de catégories-là, on la contraste avec les troubles mentaux qu'on appelle graves. Pourquoi on les appelle graves? C'est parce qu'il y a une chronicité qu'on observe dans les symptômes et une sévérité qui est plus intense dans ces troubles-là. Et aussi, un autre élément très important pour classifier là, dans cette catégorie-là, c'est tout l'impact que les symptômes ou la maladie peut avoir sur le fonctionnement de la personne. Donc, ça va vraiment mener à des incapacités pour la personne. Je vous ai mis quelques exemples ici de différents diagnostics, par exemple les troubles psychotiques, le trouble bipolaire, les troubles de la personnalité. Par contre, comme vous voyez, il en existe plein d'autres, des diagnostics pour les troubles de santé mentale. Cette classification-là, troubles mentaux courants et troubles mentaux graves, c'est vraiment 2 catégories très larges qui ne sont pas nécessairement hermétiques. Par exemple, quelqu'un qui aurait un trouble anxieux très chronique avec des symptômes très sévères puis qui aurait un impact significatif sur son fonctionnement, on pourrait le classifier dans les troubles mentaux graves. Donc, ce n'est pas une catégorie diagnostique qui va déterminer dans quelle section là, on peut retrouver ce diagnostic-là. Ensuite, on peut se poser la question, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux là, la catégorisation des troubles mentaux, mais c'est quoi la réadaptation en santé mentale? Donc, la réadaptation, c'est en fait un domaine qui est assez large. Nous, on va se concentrer évidemment sur la réadaptation au travail. Et puis, à travers tout ça, il y a plusieurs termes qu'on utilise parfois. Des fois, on les utilise en pensant que c'est des synonymes. Il y a souvent des petites nuances. Puis aussi, c'est important de mentionner qu'il n'y a pas nécessairement de consensus dans la littérature entre les auteurs par rapport aux définitions des différents termes. Donc, ici, on vous présente les définitions proposées par l'IRSST, qui est l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail. Et puis, ils ont créé un super beau site web. On vous l'a mis juste ici, si jamais ça vous intéresse. Il y a beaucoup de ressources sur ce site web-là, dont un glossaire là, avec toutes les définitions. Mais il y a plein de lignes directrices pour le retour au travail des différents acteurs et tout ça. Donc, c'est une belle ressource à aller consulter.
Alors, rapidement, donc, la réadaptation au travail, comment on peut le définir? Dans le fond, c'est des actions qu'on va poser pour qu'un individu puisse se rétablir ou rétablir la congruence entre ses capacités puis les exigences de son environnement de travail. Donc, on veut retrouver l'équilibre entre ce que la personne est capable de faire puis ce qui est demandé de faire dans le cadre de son emploi. La réinsertion au travail, terme un petit peu différent qui fait référence à un concept un petit peu différent aussi. Donc, c'est encore des actions qu'on va faire, mais à ce moment-ci, ça va être pour la reprise d'un travail. Donc, par exemple, à la suite d'une période d'invalidité, ça peut être un arrêt de travail, une absence maladie, des choses comme ça. Donc, la personne va retourner travailler après une absence. Pour le retour au travail, c'est le moment, dans le fond. Ce n'est pas les actions, c'est plus le moment dans le temps de la reprise de l'activité professionnelle. Puis, de plus en plus, au niveau des recherches, ce qu'on essaye de développer, ce sont justement des lignes directrices pour favoriser un retour au travail qui est sain et qui est durable. Donc, qui va favoriser le maintien en emploi, puis qui va prévenir contre les rechutes éventuelles. Et justement, parlant de rechute, des fois, c'est difficile à déterminer, est-ce que si les symptômes réapparaissent, est-ce qu'on appelle ça une rechute? C'est jamais coupé au couteau, là, c'est jamais noir ou blanc. Mais habituellement, quand on parle de rechute, on parle vraiment de la récurrence d'une absence du travail pour le même motif à l'intérieur d'une période donnée. Donc, dans le fond, quelqu'un qui aurait vécu un épisode de dépression, qui aurait été en arrêt de travail pendant un certain temps, retourne dans son emploi prélésionnel, là, donc avant l'arrêt de travail. Au moment du retour, la personne redéveloppe des symptômes, amène à un autre arrêt de travail. À ce moment-là, on va parler de rechute. Et finalement, parfois, on va parler d'insertion plutôt que de réinsertion. On va privilégier le terme insertion pour les personnes qui sont plus éloignées du marché du travail. Donc, c'est plutôt pour des personnes qui n'ont plus nécessairement de lien d'emploi avec leur employeur précédent. Puis, ça peut être aussi des personnes qui n'ont eu aucun emploi là, pendant une période prolongée de temps. Donc, c'est des gens qui ont été absents, dans le fond, du marché du travail, qui veulent y revenir. On va parler plus d'insertion à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en santé mentale, ça, d'ailleurs, là. Les gens qui sont absents longtemps. Mm-hmm. Oui, puis c'est quelque chose qu'on peut normaliser aussi. Hein. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. C'est important de prendre soin de sa santé mentale. Puis parfois, ça fait en sorte que on doit prendre un arrêt là, du monde du travail un peu plus prolongé. C'est bien correct. L'idée en réadaptation, justement, c'est de regarder vers le futur, de voir qu'est-ce que la personne a développé maintenant comme capacité, puis qu'est-ce qu'elle a besoin pour trouver un emploi qui lui correspond. Justement, parlant de toutes ces capacités, des fois, on va voir les mots invalidité ou incapacité au travail. Ces deux mots-là, on peut les utiliser là, pas mal comme synonymes habituellement. Puis, ça fait référence à justement autant des incapacités en lien avec tout ce qui est physique ou tout ce qui est mental. Donc là-dedans, on inclut vraiment les deux. Puis ça peut être autant à caractère temporaire que permanent. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait un problème de santé physique temporaire, ça pourrait entrer dans une incapacité au travail temporaire. J'essaie de penser à un exemple comme ça. Ça peut être... un accident. Un cancer. Ouais. Un membre qui est brisé, bref. On s'attend à ce que la personne retrouve, dans le fond, toutes ses capacités par la suite. Puis, une incapacité au travail plus permanente, ben, à ce moment-là, ça fait référence à des capacités qui sont différentes, qu'on ne s'attend pas qu'elles reviennent à leur état d'avant dans le temps, mais ça n'empêche pas la personne de pouvoir occuper un emploi, par exemple. Donc voilà, c'est ça. On l'avait dit, dans le fond, c'était écrit accident et maladie. Puis, un autre aspect important par rapport à l'invalidité ou l'incapacité, c'est que c'est pas nécessairement
noir ou blanc. Tu sais, c'est pas une personne qui est capable de faire n'importe quelle tâche ou pas capable de faire aucune tâche. Ça peut être une incapacité partielle. Donc, c'est-à-dire que elle a certaines conditions qui font en sorte qu'il y a certaines tâches qu'elle n'est pas capable d'effectuer, mais d'autres activités, il n'y a pas de problème à les faire. Alors, pour la deuxième section, pour la réadaptation, on voulait vous présenter juste peut-être quelques éléments un petit peu plus théoriques, juste pour vous parler de tous les acteurs et tous les systèmes qui entourent, dans le fond, une personne qui entre dans un processus de réadaptation au travail. Donc, à gauche, vous avez le paradigme de l'incapacité au travail qui a été développé par Loisel et collaborateurs. Donc, en gros, au milieu, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge. Oui, super. Donc, au milieu, on a la personne, justement, qui a une incapacité, soit permanente, temporaire, totale ou partielle. Donc, cette personne-là est au centre, puis il y a plusieurs acteurs qui vont travailler avec elle pour pouvoir faire un processus de réadaptation au travail. Donc, par exemple, on peut avoir le système de la santé. Dans ce système-là, on va retrouver tous les professionnels de la santé, ça peut être des médecins, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, ça peut être les professionnels de la réadaptation, on avait ergothérapie tantôt, on avait travailleurs, les personnes en travail social. Donc, tous les professionnels de la santé au sens large, on peut les retrouver dans ce système-là. Il y a aussi le système de l'entreprise. Donc, dans le fond, l'employeur, les collègues, le supérieur immédiat, le syndicat. Donc, c'est d'autres acteurs qui vont venir, comment je pourrais dire, orbiter autour de la personne en incapacité et qui peuvent jouer certains rôles à différents moments de son processus de retour ou de réinsertion au travail. Donc, ça rajoute des couches de complexité, là, de savoir comme chacun joue un rôle finalement autour de la personne. Donc, quand on réinsère quelqu'un, qu'on l'accompagne vers un retour au travail, il y a beaucoup finalement d'éléments qui vont jouer. Donc, oui. Puis il y a quelqu'un qui demandait si on va l'envoyer, on va vous l'envoyer. Le PowerPoint? Oui, parfait. Exactement. Donc, le PowerPoint va être disponible après la présentation, tout à fait. Oui, donc Dorothée, comme tu disais, effectivement, ça ajoute beaucoup de couches de complexité, en fait, d'avoir tous ces acteurs-là qui font partie de différents systèmes, parce que comme vous l'avez peut-être vécu dans votre pratique à vous, chaque acteur va avoir sa définition de son rôle dans le processus de retour de réinsertion au travail de la personne. La communication entre ces acteurs-là n'est pas toujours facile non plus. Donc, c'est différents enjeux qui peuvent complexifier puis devenir des obstacles, en fait, à un retour ou une réinsertion saine et durable pour la personne. Une réadaptation au travail là, remplie de succès. Donc, juste pour terminer les différents systèmes, donc on a aussi le système législatif et d'assurance. On va voir les assurances surtout dans les processus de retour au travail où la personne a gardé un lien d'emploi avec l'employeur parce qu'il peut avoir un certain pourcentage du salaire qui continue d'être versé, des choses comme ça. Donc, à ce moment-ci du processus, les compagnies d'assurance ou les représentants de l'assurance peuvent jouer un rôle assez important. Et finalement, le système personnel, donc ça fait référence en fait à toutes les personnes qui offrent du soutien autour de la personne là, qui est du travailleur ou de la travailleuse qui a une incapacité au travail. Il y a un peu moins de littérature sur ce système-là, mais je suis certaine, vous avez plein d'exemples qui vous viennent en tête de cas où justement c'est un soutien qui peut être soit émotif, donc écouter la personne, mais ça peut être très ponctuel aussi. Donc, ça peut être de reconduire la personne à ses rendez-vous médicaux, ça peut être de remplir des formulaires pour la personne, des choses comme ça. Donc, tous les proches, autant des amis, la famille, des personnes là, qui ont à cœur le bien-être du travailleur ou de la travailleuse en incapacité vont venir jouer un rôle aussi dans ce processus-là.
Parfait. Et d'ailleurs, probablement que vous jouez un de ces rôles-là autour des personnes. Oui, tout à fait. Exact. Donc, on est déjà rendu à la 3e section. Les 2 premières sections, on a voulu faire ça rapidement juste pour poser les bases un petit peu plus théoriques, puis les définitions. Mais on était super excités de vous présenter plein de stratégies et de ressources qui, on l'espère, vont être très concrètes et pratiques pour vous. Exact. Donc, c'est sûr que le but, tu sais, avec une clientèle en santé mentale, c'est qu'on veut vraiment créer un système qui est sécurisant autour d'elle. Tu sais, on le voit que ça a des effets très positifs aussi, justement, tu sais, que ce soit sur le maintien en emploi, mais sur tous les symptômes, sur les rechutes aussi et tout. Donc, c'est quelque chose qui est pas à négliger finalement, ce système-là qu'on va discuter dans les prochaines diapositives. Voilà. Donc, désolée si je t'allais trop vite. c'est parfait. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu ça ou pas, mais le filet de sécurité, ou des fois on l'appelle le filet de protection, c'est quelque chose c'est un terme en fait qu'on utilise beaucoup en santé mentale, d'être comme, OK, de façon préventive, on va s'asseoir avec la personne, puis on va dire, ben, qu'est-ce qui t'aiderait un peu à repérer une rechute? Qu'est-ce qui t'aiderait finalement à cibler que ben, peut-être tu es plus symptomatique, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ta santé mentale et tout. Puis, il y a peut-être 3 étapes qu'on pourrait dire. Donc, ça va être un peu OK, de faire un plan d'intervention un peu avec la personne et d'être comme, OK, dans ton quotidien, ça pourrait être quoi, en fait, les signes qui te disent que, ben, peut-être que je suis en train de rejeter, je suis plus symptomatique, il y a quelque chose qui se passe et tout. Puis c'est aussi banal que une personne qui commence à empiler la vaisselle, puis là, les jours s'accumulent, puis elle n'est pas capable de finalement reprendre le dessus sur ses tâches au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un signe précurseur que quelque chose se passe. Quand on parle de filet de sécurité, c'est sûr qu'on veut faire ça dans un but préventif. Donc, on ne veut pas faire ça quand la personne, justement, est en rechute. On veut établir ce plan-là avec elle avant que cette rechute-là arrive. Et avec la personne, on va déterminer c'est quoi les interventions, c'est qui les personnes qu'on pourrait mettre dans ce filet de sécurité-là qui on pourrait mobiliser, en fait, pour créer justement ce système-là autour de toi et te stabiliser au niveau de ta santé mentale. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important. Nous, chez Accessible, on le fait systématiquement avec nos participantes qui participent à notre programme. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, bien juste que c'est un beau moment pour utiliser ou mettre à profit, dans le fond, le savoir expérientiel de chaque personne parce que ces signes précurseurs-là vont être très individuels, très... chaque personne va avoir ses propres signes, puis c'est la personne elle-même qui se connaît le mieux. Donc, c'est vraiment elle qui va être en mesure d'informer la personne intervenante à quels éléments est-ce qu'on devrait porter attention pour identifier ces signes-là. Oui, puis on mise un peu sur l'autonomie aussi là, par rapport à ça, là, qu'on essaie de valoriser en santé mentale beaucoup. Là. Exact. Ouais. Et l'autodévoilement, alors ça, c'est une question qui revient tout le temps quand on accompagne une clientèle en santé mentale. Puis, pourriez nous dire dans le chat si c'est quelque chose, des discussions que vous avez dans vos équipes de travail ou avec vous-même. Mais est-ce qu'on dévoile ou pas un diagnostic de santé mentale ou juste une problématique quand on est dans un retour au travail, dans une démarche de retour? Est-ce que je dévoile en entrevue? Est-ce que je dévoile pas en entrevue? Si je dévoile quoi? Parce que c'est important de comprendre que l'autodévoilement, c'est pas nécessairement de donner le diagnostic de la personne. Ça peut être juste, ben voici mes symptômes, voici peut-être mes besoins qui m'aideraient finalement à me stabiliser au travail, à me sentir mieux aussi au travail. Donc, ce qui est vraiment important avec l'autodévoilement, c'est c'est quoi l'intention derrière? C'est quoi le but qu'on veut viser avec la personne? Est-ce que la personne est à l'aise avec le fait de dévoiler son diagnostic, si c'est ça l'objectif, ou de juste parler de ses symptômes? Donc, c'est un peu le but, c'est pas de stigmatiser non plus la personne. Donc, qu'est-ce que je dévoile? De quoi je parle? Et puis, il y a des avantages à faire ça aussi.
Et il y a différents buts, dont aller chercher des adaptations au travail, aller chercher des subventions salariales. C'est sûr que oui, Sphère Québec le fait beaucoup, entre autres, peut-être vous connaissez, on va en parler un peu plus tard, mais les contrats d'intégration au travail, ça vient avec un dévoilement de sa santé mentale. Donc, parfois, ça peut être utile justement pour aller chercher des subventions et permettre à la personne d'intégrer un travail. Mais c'est aussi de réfléchir à c'est quoi les adaptations que j'aurais besoin. Tu sais, si je fais de l'autodévoilement à mon employeur, je le fais dans quel but? Est-ce que je le fais justement pour avoir un horaire qui est un peu plus décalé en soirée parce que ma médication fait que je suis un peu endormie le matin? Est-ce que je le fais pour travailler dans un environnement moins bruyant qui me permet d'être plus focus au travail? Donc, c'est aussi dans un but de justement déstigmatiser, d'en parler dans les milieux de travail, puis d'inclure un peu les collègues, les futurs collègues de cette personne-là qui vit avec des enjeux de santé mentale et d'être comme, OK, peut-être que je pourrais être mis en binôme avec un autre ou une autre employée qui va me donner une formation plus longue ou m'accompagner ou qui va être affiliée à moi si j'ai des questionnements. Donc, ça peut être un système qui fonctionne très, très bien dans un milieu de travail. Et parfois, l'autodévoilement, c'est pas non plus de le dire à tout le monde. Tu sais, ça peut être de le dire à une personne stratégique, ça peut être juste le gestionnaire, ça peut être justement un collègue de travail. Donc, c'est tout c'est quelque chose qui est vraiment important, l'autodévoilement, mais il faut réfléchir à justement c'est quoi qu'on vise avec ça. Parce qu'il y a des dangers, vraiment. Donc, de renforcer justement l'étiquette du diagnostic, puis les préjugés qui viennent avec aussi. Puis, la personne, elle veut pas non plus retourner au travail. Tout le monde le sait parce qu'elle a fait un autodévoilement où on l'a accompagnée dans cette direction-là. Et là, elle a comme une étiquette écrite sur le front, puis là, elle vit de la honte par rapport à son diagnostic ou par rapport à ses symptômes. Elle pourrait vivre de la discrimination au travail, même, tu sais, moi, je le vois au niveau du harcèlement, de la violence au travail. Oui, tu sais, quelqu'un qui a un diagnostic va vivre plus de stigmatisation, de discrimination et tout au travail. Donc, il faut faire attention à ça quand on accompagne une personne à faire de l'autodévoilement au travail. Et c'est ça, de peut-être la préparer au fait qu'elle va répondre peut-être à des questions. Pour la préparer à toute éventualité, finalement. Et quand on parle d'autodévoilement, c'est associé à beaucoup de choses pour la personne. Peut-être beaucoup de choses qu'elle a vécues dans le passé aussi. Donc, tout un aspect de, évidemment, la confiance en soi. Une difficulté de maintien en emploi, peut-être que j'ai dévoilé dans le passé puis ça me nuit. Tout l'aspect du syndrome de l'imposteur, on voit beaucoup ça avec cette clientèle-là, d'être comme j'ai pas ma place sur le marché de l'emploi, finalement, où justement, j'arrive pas à trouver un bon fit, comme parlait Geneviève tantôt, entre moi, mes besoins, puis le milieu et les acteurs qui sont dans ce milieu-là. Donc, il y a beaucoup d'aspects autour du dévoilement qu'il faut faire attention parce que quelqu'un qui, justement, a mal géré peut-être son dévoilement au travail, justement, il va avoir comme un cercle vicieux qui va arriver aussi je me sens stigmatisée, étiquetée, je vais peut-être me retirer à nouveau du marché de l'emploi. Puis le but, c'est qu'on vise un maintien en emploi et un bon fit finalement entre la personne et son environnement de travail. Donc, à quel moment on dévoile? Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose tout le temps dans les équipes de travail, là, c'est fou. La réponse est un peu, c'est quoi l'objectif? C'est quoi qu'on vise à obtenir de ce dévoilement-là? Et c'est quoi les inconvénients qu'on essaie de minimiser au maximum? Donc, si on dévoile avant l'entrevue d'embauche, c'est sûr que le but, c'est d'aménager un milieu, aménager les tâches aussi, pour favoriser un maintien avec la personne, de favoriser aussi un bien-être au travail, là, ça c'est vraiment important. Donc ça va être fait très rapidement, puis ça peut être très anxiogène justement parce que ça vient avec une peur du rejet aussi, de pas être choisi en entrevue. Donc, il faut bien préparer ça si c'est fait dans une lettre de présentation. Moi, je pense que la meilleure place, c'est toujours en entrevue parce qu'on contrôle plus justement les questions et les réponses qui peuvent venir après le dévoilement. Mais après, ça peut être fait plus tard aussi. Donc, le but, ça pourrait être, OK, j'obtiens un emploi et là, après, je vais en parler justement à une personne stratégique dans l'organisation de travail et dans un but de justement, voici ce que j'aurais besoin comme soutien, voici ce que j'aurais besoin comme aménagement aussi, mais ça permet à la personne un peu plus d'exprimer justement, qu'est-ce qui l'aiderait et peut-être d'avoir, tu sais, on parlait du filet de sécurité, peut-être justement de développer un filet de sécurité avec quelques personnes stratégiques dans le milieu de travail
Mais c'est sûr que d'établir c'est qui la personne de confiance, ça, c'est la partie qui est difficile quand on arrive dans un milieu de travail parce qu'on connaît personne. Mais ça va être important d'accompagner la personne à réfléchir qu'est-ce qu'elle veut obtenir en se dévoilant finalement. On a plusieurs questions dans le clavardage, justement, en lien avec cette thématique-là, qui est très, très, justement, qui est très, comment dire, populaire un peu, là, pour faute de meilleurs mots, dans le sens où, justement, c'est une situation qui est délicate à naviguer. Donc, dans les questions, là, si je fais un petit peu un résumé, je pense que tu en as parlé un peu, tu sais, le choix, dans le fond, du moment du dévoilement, ça se planifie à l'avance. Dorothée t'a donné des bons exemples. Ça va vraiment dépendre de l'objectif de la personne. Quand on prévoit le dévoilement aussi ou quand on le prépare avec la personne, lorsqu'elle est en processus de recherche, donc avant qu'elle envoie des candidatures, des choses comme ça, c'est un bon moment de parler de tous ces éléments-là. Des choses qu'on peut établir avec elle, c'est justement à quel moment on le dévoile, qu'est-ce qu'on dévoile. Hein? Comme Dorothée l'a dit, on n'est pas obligé de dévoiler là, toute sa vie. On peut rester quand même très vague parce que l'objectif du dévoilement, c'est souvent d'avoir accès à des aménagements. Donc, pour avoir accès à ces aménagements-là, on n'a pas besoin souvent, en fait, d'aller dans le détail de quel diagnostic ou quelle médication ou des choses comme ça, même pas depuis combien de temps. On peut rester très vague. Puis, c'est des informations confidentielles aussi. Donc, quand on choisit la personne à qui on va dévoiler, ça peut être le choix de le dévoiler après l'embauche ou en tout cas lors du processus d'embauche, de le dévoiler au département des ressources humaines pour pouvoir avoir accès à des aménagements de travail qui feraient partie, dans le fond, de la négociation un peu des conditions de travail, au même titre que le salaire, que les avantages sociaux, des choses comme ça. Je regarde aussi les questions, si on a bien répondu à tout. Fait qu'on avait à qui le dévoiler, quand le dévoiler, quoi dévoiler. Est-ce que j'en oublie? Je pense que ça fait le tour. Tu sais, ce qui est vraiment important, tu sais, quand on accompagne justement cette personne-là à se dévoiler, c'est de un peu lui dire, d'expliquer en fait pourquoi elle dévoile ça finalement. Tu sais, de la préparer, puis ça peut être des jeux de rôle aussi, tu sais, de la préparer à comme, OK, je te dis ça, pourquoi? Tu sais, je dis ça à mon employeur, pourquoi? Je dis ça aux ressources humaines, pourquoi? Mais parce que peut-être tu vas me voir symptomatique par moment, peut-être que, tu sais, donc, c'est un peu d'expliquer l'intention derrière le dévoilement aussi. Puis pour un employeur, c'est quelque chose euh, qui est bon, tu sais, que c'est quelque chose qui cherche à comprendre aussi le raisonnement derrière de pourquoi je dévoile ça. Là. Donc, c'est un peu d'amener les personnes à réfléchir à ça finalement. Et aussi de respecter le désir de chaque personne qu'on aide dans ce processus-là. Si une personne n'est pas à l'aise du tout avec dévoiler certaines informations ou justement est très à l'aise à dévoiler plein d'informations, ben, on veut s'adapter aussi à ce qu'elle veut faire, puis lui présenter, dans le fond, les avantages et les risques de toutes les situations pour qu'elle puisse prendre elle-même une décision éclairée par rapport à la stratégie qu'elle va utiliser pour justement son plan de dévoilement des informations personnelles qu'on pourrait appeler. Certains auteurs dans la littérature ont utilisé ce terme-là. Moi, je le trouve pas mal moins stigmatisant justement parce que dans le fond, des informations personnelles, il y en a plein qu'on ne dévoilera pas nécessairement à l'employeur ou en processus d'embauche. Par exemple, si on a des jeunes enfants ou si on prévoit prendre un congé de parentalité ou des choses comme ça. Donc, ça fait partie des informations personnelles qu'on peut planifier à l'avance ou se questionner, OK, de quelle manière je voudrais dévoiler ces informations-là en tout ou en partie. Dans le chat aussi, on parlait du bureau de santé justement dans différents processus d'embauche. Parfois, il y a des tests ou des choses comme ça.
Dorothée, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question-là parce que c'est en lien justement avec la discrimination, puis tout ce qui est en lien avec les tâches requises pour le travail, là. Donc, je te laisse répondre si tu veux. Mais tu sais, il existe, on va le voir un peu plus tard, mais il existe des ressources aussi hein, qui peuvent accompagner la personne à justement éviter de vivre la discrimination là, en dévoilant. Donc, il y a des accompagnements qui existent aussi, des personnes qui sont formées professionnellement pour faire ça, pour sensibiliser aussi les employeurs à. Donc, on va le voir un peu plus tard, mais oui, il y a quelque chose qui existe. Il y a quand même des ressources qui sont mises en place en santé mentale pour ça. Donc voilà, je vais y revenir un peu plus tard. Parfait. Puis, on va vous faire réfléchir à le parallèle avec la santé physique, justement. Est-ce que vous diriez en entrevue ou vous diriez à un cliente, à une cliente, de dévoiler un problème, en fait, un diagnostic de diabétique, quelqu'un qui est diabétique, en fait, est-ce que vous lui diriez finalement de le dire en entrevue? Et je vais vous partager un sondage pour voir qu'est-ce que vous diriez tout de suite à chaud. Est-ce que vous dévoileriez du diabète ou pas en entrevue? Alors, vous voyez le résultat à l'écran. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais il y a quand même des gens qui disent oui. Puis c'est un peu ça, le but, c'est un peu de faire un clivage dans les réponses, d'être comme pourquoi on se pose autant de questions, en fait, au niveau de la santé mentale, quand ben, peut-être au niveau de la santé physique, ben, on se pose moins de questions, puis la réponse est plus non que oui. Tu sais, non, ben non, je le dirais pas. Mais là, je vais vous amener à réfléchir. Si tu veux cliquer. Si je vous dis que la personne a du diabète, puis l'impact que ça a dans ses journées de travail, c'est que ben, elle doit manger régulièrement. Fait que ça implique qu'elle doit prendre des pauses plus fréquemment. Puis après chaque repas, chaque gros repas, ben, elle doit aussi aller s'injecter de l'insuline. Donc, il y a toute une gestion au niveau justement de bon, l'insuline, l'étui avec les aiguilles et tout ça. Il y a ça qui est dur à cacher finalement. Puis des fois, ben, le diabète, ça vient aussi avec des faiblesses au niveau des jambes et tout. Ça vient avec un risque d'avoir des hypoglycémies durant sa journée de travail. Puis, tu sais, les hypoglycémies, mais ça peut venir avec beaucoup de dangers, avec la fatigue, avec plein de symptômes qui sont apparents finalement. Donc, un peu comme la santé mentale, il y a des parallèles aussi, puis il y a des questionnements à se faire. Et je vais donc vous reposer la question, sachant cela, que vous avez un client ou une cliente qui vit avec ces quatre caractéristiques-là qui peuvent se manifester au travail. Est-ce que votre réponse serait la même? Alors, je ne sais pas si on le voit dessus. On ne voit pas encore. Voilà. Je vous relance le questionnement. Est-ce que vous dévoileriez le diabète sachant ça? Les réponses sont beaucoup plus partagées. Oui, très intéressant. Vraiment. Il y en a qui s'abstiennent. On va partager les résultats. Donc, on n'est pas loin du 50-50. Puis c'est un peu ça qu'on veut vous amener à réfléchir aujourd'hui au niveau de la santé mentale. Est-ce qu'il faut absolument dévoiler, en fait? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que la personne, justement, elle a des symptômes, elle a des trucs qui vont être apparents, finalement, dans son emploi? Si la réponse est non, ben peut-être que c'est pas nécessaire non plus. Là, je comprends dans le chat, il y en a qui disaient, mais oui, parfois, c'est comme un peu obligé, on leur demande de le faire. Oui, dans ce cas-là, c'est sûr que ils n'auront peut-être pas le choix, mais la façon de le faire, ben, c'est là qu'on va, nous, comme acteurs, actrices qui accompagnent ces personnes-là, c'est là qu'on va les outiller à qu'est-ce que tu dévoiles, puis comment tu l'amènes aussi, quand est-ce que tu l'amènes. Donc, c'est tout un peu une vision, puis ça devrait être, en fait, les mêmes questionnements qu'avec un problème de santé physique, en fait. Pourquoi quelqu'un qui a je sais pas, un trouble de personnalité limite devrait nécessairement plus dévoiler que quelqu'un qui a du diabète? Ben, il devrait pas, en fait. Il devrait pas avoir autant de questionnements puis de différences parce que quelqu'un qui a du diabète aussi, c'est très apparent et puis il y a des problématiques associées à ça qui vont apparaître pendant ses journées de travail.
Super. On a une question sur le plan légal par rapport aux balises. Dorothée, je ne sais pas si tu as une expertise par rapport aux lois au niveau de la divulgation. C'est une bonne question. Est-ce que la personne peut juste spécifier qu'est-ce que la question, s'il vous plaît? C'est bon, on y reviendra plus tard à la fin de la présentation pour répondre à la question, lorsque la personne aura précisé. Donc, tu peux continuer si tu veux. On va faire une parenthèse peut-être parce que je me suis dit peut-être plusieurs personnes de vous connaissez le marché caché, le marché protégé. Donc, j'ai voulu quand même l'aborder. Voilà, donc tu peux continuer. Donc, quelque chose qu'on accompagne beaucoup la clientèle en santé mentale, c'est ben, est-ce qu'on les accompagne vers le marché régulier ou pas? Là, c'est sûr que le marché caché, ben, ça peut être le marché régulier, c'est juste que les offres d'emploi sont moins visibles ou on les accède plus par réseautage bouche à oreille et tout. Les réseaux sociaux, là, c'est sûr que les réseaux sociaux en ce moment, c'est vraiment là que tout se passe presque, là. Mais aussi, des fois, c'est des candidatures spontanées, donc il n'y a pas d'offre d'emploi, mais OK, ben, la personne, elle a envie de travailler dans tel domaine ou elle a telle compétence, on va l'accompagner à rédiger une candidature plus ben, ça demande un peu de l'audace, là, faire ça, là, mais tu sais, de voici, j'écris une lettre sans affichage et voici, je mets de l'avant mes compétences. Je pense que je pourrais vous être utile en mobilisant tel ou tel savoir, compétences et tout. Donc, le marché caché, ben, c'est quelque chose qui existe encore, que on soupçonne en tout cas que c'est peut-être moins présent qu'avant avec toute la pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Donc, les employeurs cherchent énormément de personnes. Donc, il y a quand même des avantages au marché caché. C'est sûr que pour un employeur, faire de l'affichage sur des sites d'emploi, ça coûte cher, veut pas. Souvent, ils doivent réafficher aussi. Donc, c'est beaucoup d'efforts. Et ben, ils aiment beaucoup se faire référer du monde. C'est sûr que quand quelqu'un connaît déjà la personne, c'est rassurant aussi. Puis parfois, on voit beaucoup ça en ce moment d'axer finalement sur les forces de la personne et de créer comme un poste vraiment sur mesure sur les forces de la personne. Et on le voit, c'est une personne qui travaille à partir de ses valeurs, de ses forces et tout ça, beaucoup plus performante, beaucoup plus heureuse au travail aussi et tout. Donc, des fois, ben, c'est utile, puis c'est le fun aussi pour une clientèle en santé mentale. C'est très valorisant aussi, là. Moins de roulement dans les équipes de travail. Donc, des fois, le marché caché, c'est encore quelque chose qui existe et qui peut être utile. Mais quand on parle d'une clientèle en santé mentale, on les accompagne souvent sur le marché protégé de l'emploi, justement pour tout ce qui est dévoilement, tout ce qui est stigmatisation au niveau du diagnostic aussi, des symptômes. Donc, c'est vraiment dans un but de créer un système justement sécurisant et protecteur autour de la personne. Donc, on le voit beaucoup au niveau des handicaps physiques aussi, hein, des handicaps mentaux, évidemment. Donc, on parle beaucoup des entreprises d'insertion. Donc, tu sais, Renaissance, c'est le typique qu'on pense pour les gens les nouveaux immigrants, entre autres, là. Mais il y en a d'autres, tu sais, des entreprises d'entraînement comme Novitech, entre autres, qui fonctionnent, en fait, c'est une entreprise qui fonctionne en engageant que des personnes qui veulent se perfectionner au niveau de certaines compétences. Donc, là, c'est pas spécifique à la santé mentale, là. En fait, ils ne demandent pas de dévoilement, rien. Puis des fois, ben, ça va être aussi juste en allant chercher des adaptations, donc des subventions salariales, justement des contrats adaptés aux besoins de la personne. La personne a un diagnostic de santé mentale, on va ben, négocier un contrat avec l'employeur et ben voici qu'est-ce que vous êtes prête à adapter, à mettre en place pour aider la personne finalement à être plus heureux au travail, à mieux se maintenir aussi. Donc, ça, c'est des systèmes qui sont aussi renouvelables, là, les contrats d'intégration au travail. Donc, c'est intéressant d'y réfléchir. Mais par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que, oui, tu peux skipper Oh, C'est excuse-moi. bon. C'est très bon. Ce que j'ai envie de vous faire réfléchir par rapport au marché protégé, c'est qu'il y a un risque de rester dans la stigmatisation hein, avec cette population-là en santé mentale ou autres populations qui ont des handicaps, les nouveaux immigrants et tout ça. Donc, le but non plus, c'est pas de les mettre à part de la société et de les regrouper dans ces entreprises d'insertion-là, par exemple. Donc, des fois, c'est de réfléchir à est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour eux et elles? Est-ce que ça, justement, ça va pas contribuer à les maintenir à l'écart, à stigmatiser justement la santé mentale quand, ben, si on les réintègre dans des milieux réguliers de l'emploi avec monsieur, madame, tout le monde qui ont peut-être pas des enjeux de santé mentale,
Ben, justement, ça favorise une ouverture d'esprit aussi, puis c'est comme on normalise le fait que ben, ces personnes-là ont le droit d'être partout, là, on n'a pas juste besoin de les regrouper puis de les mettre ensemble dans des certains milieux. Donc, des fois, c'est un peu de réfléchir à est-ce que ces milieux-là servent vraiment ou au contraire, ça les stigmatise davantage. Donc, c'est comme une réflexion que j'ai envie de vous amener à faire aujourd'hui. C'est-tu vraiment la meilleure solution pour favoriser justement cette réinsertion au travail? Là? Donc, oui, tu peux y aller. Est-ce que tu étais prête? J'ai changé au bon moment. C'est parfait, efficace. Aujourd'hui, on va vous amener aussi beaucoup à réfléchir à comment stabiliser la personne. D'un peu les angles morts, finalement, d'un accompagnement avec une clientèle en santé mentale. Justement, on pense souvent, justement, au marché protégé, mais il y a tellement d'autres choses qui sont dans nos angles morts comme professionnels qui, si on n'y porte pas attention, si on les accompagne pas dans ces directions-là, ben, ça va être difficile pour eux, finalement, de réintégrer, de se réinsérer au milieu de l'emploi et d'avoir un succès suite à ça. Donc, tu peux cliquer sur le... Donc, déjà, quelque chose qui est un besoin de base, on s'entend, c'est l'alimentation. Puis, tu sais, on le voit beaucoup avec la clientèle en santé mentale, beaucoup de pauvreté. Puis, un des obstacles, c'est que souvent, ils ne sont pas capables de se nourrir 3 fois par jour. Donc, comment on peut dire à une personne qui, finalement, ne se nourrit pas assez dans une journée, comment on va lui dire, ben retourne sur le marché de l'emploi, puis, tu sais, arrive à fonctionner, à te concentrer. Donc, les besoins de base, on n'y pense pas tout le temps, mais c'est vraiment nécessaire finalement. Donc, comment s'assurer que la personne mange à sa faim finalement, parce qu'il y a un coût associé à ça. On le voit en ce moment beaucoup là, avec l'épicerie qui coûte plus cher. Ben, pour ces clientèles-là, ça fait vraiment une différence à l'accessibilité à la nourriture. Puis, quand tu ne manges pas assez à ta faim, ben, ça a beaucoup de répercussions. Donc, quelques solutions, ben oui, il y a des banques alimentaires, il y a aussi des magasins alimentaires qui permettent d'acheter beaucoup de nourriture pour un très, très faible budget. Puis il y a tout l'aspect des cuisines collectives, évidemment, tu sais, OK, ben chacun amène quelque chose, on cuisine quelque chose ensemble, puis chacun repart avec plusieurs plats cuisinés. Donc, pour ceux qui sont dans la grande région de Montréal, c'est sûr que vous pourriez amener vos clients, clientes à composer le 2 à 1, puis voir qu'est-ce qui existe autour d'elles au niveau géographique. Mais ça, c'est quelque chose à parler avec sa clientèle en santé mentale. Est-ce que tu manges assez à ta faim? Parce qu'on le voit vraiment souvent, là. C'est pas souvent le cas, en fait. Après ça, ben, la garde des enfants. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit. Hein? Ils n'ont pas beaucoup de ressources ou des fois, ben, ils sont un peu seuls, isolés. Donc, comment on peut dire à un parent qui a un problème de santé mentale, ben, retourne travailler, mais cette personne-là, elle a 1, 2, 3 enfants. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses enfants? Parce que la garderie, ça coûte cher aussi. Donc, ça, c'est toutes des réflexions à avoir. Ben, OK, bon, je t'accompagne dans un retour en emploi, je te prépare à tes entrevues, à tes CV et tout ça. Mais là, il y a un enjeu. Les enfants sont là. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants aussi? Donc, ça, c'est toutes des réflexions à avoir très tôt dans le processus de retour en emploi avec cette clientèle-là et toute autre clientèle, là, finalement. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Donc, là, quelques solutions. Il y a des haltes garderies. Oui, il y a des listes d'attente. Ça, c'est un peu une problématique. Mais c'est pour ça qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible. Et aussi par rapport aux vêtements, comment vêtir ses enfants. Opération sous zéro, c'est vraiment le fun. Ils font une collecte de vêtements, puis après ça, ils les distribuent justement à des gens qui ont des faibles revenus. Et une autre problématique, c'est, OK, on accompagne quelqu'un à retourner sur le marché de l'emploi, et là, arrivent les vacances d'été. La personne, elle fait quoi avec ses enfants? Ses enfants, ils sont à l'école le reste de l'année. Donc, c'est vraiment une problématique qui pourrait faire qu'une personne se retire à nouveau du marché de l'emploi. C'est pas parce qu'elle veut pas rester en emploi, c'est juste qu'il y a des obstacles comme ça auxquels on réfléchit pas nécessairement, finalement. Et l'accès au logement. L'accès au logement, je vais voir s'il y a des questions par rapport à... Parfait. C'était beau. Je vais te passer s'il y en a. Merci. L'accès au logement, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Ils peuvent... s'ils sont en appartement, s'ils sont logés déjà, ça ne veut pas dire que le logement est adéquat. Donc, encore une fois, une petite réflexion à avoir. Si la personne elle vit dans un environnement bruyant,
est normale parce que justement, il y a du bruit, c'est mal isolé, c'est mal insonorisé, il fait froid aussi dans certains logements. Ben, comment la personne elle va arriver à se lever le matin pour aller travailler, à réussir à passer à travers sa journée de travail, ses semaines de travail, ben, ça, c'est des réflexions à avoir aussi. Donc, il y a des inégalités par rapport à l'accès au logement adéquat aussi. Là, en santé mentale, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des clientèles qui sont justement regroupées dans certains quartiers aussi, peut-être plus dangereux, plus bruyants et tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Donc, les accompagner vers certaines ressources, tu sais, des comités des logements, justement, qui peuvent les informer de leurs droits aussi. Tu sais, on parle en ce moment, c'est la période des augmentations de loyer. Ben, est-ce que justement, ils vont recevoir une augmentation beaucoup trop élevée? Donc, tu sais, les informer qu'il existe des ressources par rapport à ça qui peuvent les accompagner. Tu sais, c'est pas juste de l'information qu'ils peuvent aller lire en ligne. Ils ont le droit à aussi avoir de l'accompagnement avec des vraies personnes. Donc, il y a aussi toutes les allocations gouvernementales qui existent pour justement aller chercher peut-être des suppléments, des ressources financières pour les aider à payer leur logement. Donc, il existe quand même des ressources et Diogène aussi qui accompagne finalement ces personnes-là à obtenir un logement plus adéquat et tout. Donc, il y a tout l'aspect du droit, mais il y a tout l'accès aussi, toute l'affaire d'accéder à des logements sécuritaires, adéquats, salubres aussi et tout. Donc, il y a toutes les coops d'habitation, évidemment, beaucoup d'attentes, beaucoup d'années d'attente, les HLM aussi, tout ça. Mais c'est pour ça c'est une étape à s'y prendre d'avance aussi, puis réfléchir à ça et poser les questions à la clientèle. Tu demeures dans quel type d'environnement en ce moment? C'est vraiment, vraiment important à poser comme question. Ça va débouler sur plein d'autres affaires après, d'autres obstacles justement par rapport à l'emploi. Un truc auquel on ne réfléchit pas non plus dans nos angles morts, c'est que les personnes qui ont des faibles revenus, dont justement la clientèle en santé mentale, ont un peu de la difficulté à s'habiller. Donc, ils décrochent un emploi, c'est super le fun et tout ça, mais là, il y a un code vestimentaire qui est attendu dans ce milieu de travail-là et la personne, elle n'a pas d'argent pour aller s'acheter des nouveaux vêtements. Donc, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, finalement? Et ben ça rajoute à la stigmatisation. Tu sais, si la personne elle arrive à travailler en jeans puis que tout le monde est habillé super chic, ben ça met une étiquette que ben, peut-être la personne est pauvre, justement. Donc, c'est pas super au niveau de la stigmatisation. Donc, il existe des ressources. Donc, pour les femmes spécifiquement, il y a Dress for Success qui font un travail remarquable, honnêtement. Donc, c'est possible d'aller les référer, en fait, comme professionnels, remplir un formulaire et ils ont le droit, en fait, d'obtenir d'y aller 2 fois. Donc, une fois quand ils sont dans un processus d'embauche où ils font des entrevues, donc il n'y a pas d'emploi déjà, mais ils sont dans une démarche finalement là, de retour en emploi. Donc là, ils peuvent aller là, il y a des stylistes et tout ça qui leur suggèrent des vêtements, des accessoires aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Et une fois qu'ils obtiennent un emploi, ils peuvent y retourner. Et là, ben, ils vont obtenir 5 kits, en fait, pour avoir une semaine de travail, finalement, où ils sont habillés différemment chaque jour. Donc, ça peut permettre d'avoir la première rentrée d'argent, finalement, et permettre d'acheter d'autres vêtements, d'autres accessoires et tout ça. Mais ça donne vraiment un bon coup de pouce. Mais ce n'est que pour les femmes. Pour les hommes, ben, des fois, il faut les tourner vers des friperies, justement, ou des organismes qui font de la collecte de vêtements et la distribution après. Donc, tu sais, Refuge Jeunes, entre autres, mais tu sais, oui, on pense beaucoup, tu sais, aux paroisses, aux églises et tout ça, qui font des cueillettes comme ça. L'Armée du Salut, l'Accueil Bono aussi, ils prennent des dons de vêtements, finalement. Mais il faut réfléchir à ça. OK, tu fais des entrevues d'embauche, comment tu vas t'habiller? Alors, si tu as une entrevue, mais après ça aussi, si tu obtiens l'emploi, comment tu vas t'habiller? C'est des questions vraiment auxquelles on ne pense pas d'emblée, mais c'est fou comment c'est très stigmatisant finalement pour une personne, l'accès aux vêtements. Puis les dettes, ça aussi, les gens en santé mentale ont souvent beaucoup de dettes ou ont peut-être des connaissances, des compétences un peu plus limitées dans la gestion du budget. Souvent, ils ont été absents aussi du marché de l'emploi longtemps. Donc, même s'ils sont sur l'aide sociale ou d'autres ressources financières gouvernementales, ben c'est souvent des faibles rentrées d'argent. Donc, ben ils s'endettent. C'est très, très souvent qu'on voit ça. Donc, l'inflation en ce moment, qui est le sujet de l'heure, ça crée une problématique supplémentaire, une pression supplémentaire sur cette clientèle-là aussi. Donc, ça va être important de poser encore une fois la question à cette clientèle-là. Tu sais,
comment tu gères ton budget, est-ce que tu as des dettes en ce moment et tout ça. Puis, il y a la CEF, l'Association coopérative d'économie familiale, qui sont extraordinaires, honnêtement, donnent des formations justement à quiconque qui voudrait, en fait, là. Donc, comment faire un budget, comment aussi gérer ses dettes, comment tu vas faire un plan de match finalement. Donc, ils donnent des formations extraordinaires, honnêtement. Donc, c'est une ressource que je vous dirais de diriger vos clientèles vers s'il y a des problématiques au niveau du budget. Puis, il y a des ententes qui sont possibles aussi, hein, quand on est dans un retour au travail. Justement, il peut y avoir 2-3 semaines avant la première entrée d'argent. Donc, peut-être faire des ententes temporaires avec Hydro-Québec, avec d'autres instances finalement. Et il y a plein d'autres crédits d'impôt qui existent, des primes aussi au travail, plein de choses qui existent au niveau gouvernemental. On s'y perd un peu, mais on vous a mis les ressources plus loin, les sites et tout ça. Donc, d'aller lire là-dessus, puis de voir qu'est-ce qui correspond aussi à la personne, est-ce qu'elle est admissible et tout, là. Donc, très, très, très important. Et je ne sais pas si tu voulais le présenter, celui-là, le suivi psychologique. Ah, je peux y aller si tu veux. Ça va te donner un petit break pour ta voix. Merci, oui. Donc, le suivi psychologique aussi, c'est un des angles morts, là, comme Dorothée les appelait. Pour la clientèle en santé mentale, justement, oui, c'est pas parce qu'une personne a eu un diagnostic et a eu un suivi dans le passé que peut-être justement dans une période de changement, d'un retour au travail, d'une réinsertion au travail, peut-être qu'un suivi en psychologie pourrait être aidant. Pour des solutions, des ressources par rapport à ça. Évidemment, il y a plein de ressources communautaires, on vous en a mis ici. Parfois aussi, c'est des aides plus ponctuelles qu'on a besoin ou juste de ventiler, de parler à quelqu'un. Donc, toutes les lignes téléphoniques, maintenant, ça peut se faire par clavardage aussi. Il y en a des ressources qui sont plus générales, d'autres qui sont plus spécifiques. On vous en a mis des exemples ici en lien avec l'anxiété ou les phobies ou le suicide, des choses comme ça. Il y a des groupes aussi d'entraide qui peuvent être très intéressants. Ça peut beaucoup favoriser le bris de l'isolement, normaliser aussi ce que les personnes vivent. Maintenant, à la suite de cette pandémie, il y a beaucoup de groupes qui se sont transférés vers le virtuel aussi, donc ça peut aider à l'accès à ce genre de service-là. Oui, il y a quelqu'un qui parlait justement, oui, plusieurs ressources sont à Montréal, mais comme vient de le dire Geneviève, merci à la pandémie et le virage numérique, beaucoup de ces ressources-là sont offertes en virtuel et en présentiel. Souvent, ils offrent les deux possibilités. Donc, ça, c'est très positif. C'est vraiment un des bons points positifs de la pandémie. Donc, oui, vraiment. On va les prendre. On va absolument les prendre. Absolument. On vous a mis plus de ressources, en fait, justement, au niveau des vêtements, des subventions aussi de soutien. Si tu veux revenir, juste... merci. Il y a entre autres Sphère Québec qui sont extraordinaires, en fait, en partenariat avec un des professionnels, un ou une professionnelle comme nous ici, et un employeur et la personne cliente, évidemment, OK, on va faire un plan de match au niveau de l'emploi et voir qu'est-ce que tu aurais besoin au niveau des adaptations financières. Ça peut être aussi simple que la personne, exemple, qui a des problèmes de santé physique, a besoin d'une chaise adaptée. Ça peut être ça peut être des subventions salariales, ça peut être des adaptations au travail, ça peut être plein de choses qui favorisent justement le retour en emploi. Donc, Sphère Québec, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une place à connaître, là, honnêtement, d'avoir dans son coffre à outils comme personne accompagnante. Et on vous a mis d'autres ressources au niveau du soutien financier, de l'éducation, soutien financier, éducation financière aussi, donc les instances gouvernementales et tout. Et la CEF que je vous ai présentée plus tôt. Et aussi, on ne pense pas souvent à ça, mais les proches aidants, les familles des personnes qui ont des enjeux de santé mentale, des diagnostics et tout, eux et elles aussi vivent beaucoup de stress aussi, de méconnaissance, donc il y a des organismes qui existent finalement qui peuvent les aider, qui peuvent leur donner des ressources également. Donc, c'est super important aussi. Donc, Arborescence, évidemment, Québec, il y a tout
les services de répit. Donc, souvent, ben, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être justement des chats que Geneviève elle disait qui sont accessibles de partout, pas besoin de se déplacer physiquement. Mais les proches aidants, les personnes qui gravitent autour des personnes clientes, eux aussi ont besoin d'aide souvent. Donc, c'est important de donner du répit à ces personnes-là et des ressources aussi. Il y a toute l'aide juridique qui sont spécifiquement pour les personnes en santé mentale. Donc, on a mis 2 ressources ici. Vous pourrez aller lire sur qu'est-ce qu'ils font et tout ça, mais ils offrent souvent de l'aide juridique, vraiment de l'accompagnement et tout ça au niveau en cours et tout. Donc, la connaissance des droits aussi. Là. Donc, ça, c'est Peut-être quelque pour chose. dire aussi, je l'ai écrit dans le chat, mais par rapport à la question tantôt, le cadre légal pour l'autodévoilement et tout ça, on vous ajoutera dans cette diapositive-là, en fait, il y a un chapitre de livre qui a été publié récemment, qui a été écrit par 2 avocats, en fait, en lien avec le dévoilement et la santé mentale, et puis tout le cadre législatif au Québec. Donc, on va vous mettre la référence ici si jamais vous voulez vous y référer. Moi, je préfère pas m'avancer là-dessus, je suis vraiment pas experte en juridique. Donc, sûrement que vous allez trouver des réponses à vos questions là-dedans. Absolument. Pour le suivi psychologique, je peux y aller aussi. Dans le fond, le suivi psychologique au privé, ça peut être souvent assez dispendieux. Par contre, en termes de ressources, il existe les cliniques universitaires dans les universités où il y a de la formation là, pour former les futurs psychologues qui offrent souvent des services à coût réduit et souvent c'est offert à la population générale. Donc, on vous a mis certaines universités ici, mais à travers le Québec, là, si vous avez une université plus locale, qui offre un programme de doctorat en psychologie, il y a des bonnes chances qu'ils offrent un suivi psychologique à la population générale aussi. Et puis, certaines cliniques privées vont aussi offrir des services à frais variables selon le revenu. Donc, on vous en a mis quelques-unes ici. Celles-là ici, je pense, sont à Montréal en général, mais ça se peut qu'il y en ait dans votre région aussi. Donc, il s'agit juste de faire une petite recherche là, spécifique à vos besoins. Ici, au grand malheur de Geneviève qui voit sa face là, présentement. En fait, le suivi de maintien, évidemment, j'aurais pu te laisser. Mais en fait, c'est quelque chose qui est important, mais il y a très peu de ressources qui donnent justement un accompagnement une fois que la personne est en emploi, puis on sait donc bien comment c'est important. Et l'été dernier, on vous a fait une petite capsule vidéo que vous pourrez aller voir qui explique pourquoi c'est si important avec une clientèle en santé mentale. Et il y a 2 ressources aussi qui l'offrent. Donc accessible SMT. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez aller voir et vous informer sur la chose. Le programme d'aide, oui, quelqu'un qui marque les PAE, les programmes d'aide aux employés, absolument. Quelqu'un qui est en emploi aurait accès à des psychologues, entre autres, payés par son employeur, le nombre de séances par année. En effet, information très, très, très pertinente. Merci. Tout à fait. Donc, il est déjà, on a dépassé un petit peu, mais pas tant. Donc, je pense qu'on a été quand même très bonne. On s'attendait à dépasser beaucoup le temps qu'on avait prévu. Donc, évidemment, là, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Je pense qu'on peut rester connecté encore quelques minutes. Puis sinon, comme on vous a dit au début de la présentation, le PowerPoint va vous être envoyé. Puis merci beaucoup pour votre participation dans le chat. C'était vraiment très vivant. Il y a eu plusieurs personnes qui ont même parlé de différentes ressources dont on n'a pas parlé. Évidemment, on n'a pas pu toutes les couvrir. Là. Il y en existe énormément. Donc, un gros merci. Puis, eh bien, bonne fin de journée. Puis au plaisir de vous revoir dans une autre occasion. Merci beaucoup. Et comme on disait plus tôt, la séance va être en rediffusion. Donc, si vous avez des amis, des collègues qui veulent écouter, on va vous repartager ça. Bonne journée à ceux qui nous disent dans le chat.